Bonjour à toutes et à tous, je suis Betty Piccioli, autrice de Chromatopia, à paraître le 27 août 2020 chez Scrinéo, et je vous propose aujourd'hui la lecture du premier chapitre de ce roman. Chromatopia. J'ai un souvenir indélébile du jour où je t'ai rencontré, du moment précis où nos regards se sont croisés, là, sur les marches du palais. Je pourrais décrire l'atmosphère, la lumière, l'odeur et la texture de ce moment. Je pourrais parler des heures de ce regard effronté que tu as posé sur moi, et qui m'a immédiatement réduit à l'état d'esclave. Je pourrais disserter sur ce geste que tu as fait pour repousser en arrière tes longs cheveux noirs et du contraste qu'ils représentaient sur ta robe couleur d'or. Oui, j'ai un souvenir indélébile de cet instant où ma vie a basculé. Celui où j'ai compris qu'à présent et jusqu'à ma mort, le jaune serait la couleur du désespoir. Chapitre 1. Jaune. J'entre dans l'atelier sans me faire remarquer. Si mon père s'aperçoit que je suis encore en retard, on l'entendra hurler jusqu'au palais. Heureusement, il n'y a que ma mère et le second apprenti ici, occupés à mordancer les premières étoffes de la journée. Je file dans la réserve pour attraper un sac de garance en poudre. Il nous servira à teindre la soie en rouge pour la commande que nous réalisons aujourd'hui. Une vingtaine de tuniques pour les prétendants de la princesse Améthyste qu'ils porteront lors de sa cérémonie d'anniversaire dans 3 jours. Un peu de fard écarlate s'échappe quand je soulève le paquet et vient se déposer sur mes mèches brunes, ravivant leur couleur le temps que je secoue la tête pour l'en déloger. « Presse-toi un peu, Aeko !» lance la voix de mon père derrière moi. Ses grosses mains s'emparent de mon sac alors qu'il retourne dans l'atelier. Je le suis à grandes enjambées. « Flavia, on ne va pas y passer toute la matinée !» s'énerve-t-il en frôlant maman. « Cette commande est l'une des plus importantes de l'année et nous avons une réputation à tenir. Tu crois que j'ai obtenu mon manteau dans un panier de maraîcher ?» Je jette un œil au vestiaire resté entr'ouvert. Le beau manteau d'un jaune profond de mon père est soigneusement plié sur l'étagère du haut, laissant entrevoir les broderies dorées et les saphirs qui l'ornent. Juste en dessous, celui de ma mère, plus léger avec sa dentelle ambrée. Le mien arrive ensuite avec sa jolie couleur paille. J'ai obtenu mes premiers oripeaux d'or le jour de mes 16 ans, il y a de cela 3 mois. Bien qu'ils soient moins élégants que ceux de mes parents, je suis tout de même fière d'arborer le symbole de la nuance jaune sur mes épaules. D'instinct, je fais tourner ma bague d'identité autour de mon annulaire. L'anneau teinté d'or contient les inscriptions de mon rang dans la cité et y seront ajoutées, au fur et à mesure de ma vie, les étapes de mon ascension sociale dans la nuance jaune. Héritier d'une dynastie de garanceurs prestigieuses, je n'aurai aucun mal à obtenir la teinte suprême de notre nuance, le bouton d'or, comme mes parents. C'est écrit d'avance. La plus grande fierté de notre famille, c'est d'être les seuls teinturiers de Chromatopia autorisés à habiller le roi et la reine. « Aeko, viens m'aider » me demande ma mère en sortant une première étoffe de soie du bain d'Alain. Le tissu imbibé d'eau pèse lourd sur le bâton en bois et je prends le relais. Maman, même si elle est forte, n'est pas au meilleur de sa forme. Sa toux chronique m'inquiète et je la vois trembler au travail depuis quelques jours. Pourtant, elle a fait ce métier toute sa vie. Fille de marchand d'étoffes, son mariage avec un teinturier était une évidence qui a permis aux deux familles de rajouter les tant convoités saphirs blonds sur leur manteau. Depuis toujours, j'ai observé mes parents travailler dur, jour après jour, pour mériter leur rang privilégié au sein de la nuance jaune. Je jette un regard émerveillé vers la fenêtre de l'atelier qui me dévoile le dénivelé caractéristique des rues de Chromatopia jusqu'à apercevoir les tréfonds de la nuance bleue au plus bas de la falaise. À la fin de la journée, la peau craquelée de mes mains est imbibée de teinture rouge vif et mes narines saturées d'odeurs acides. Nous avons travaillé vaillamment pour terminer à temps les différentes étapes afin de rendre la soie écarlate. Demain, les couturiers pourront récupérer les étoffes et réaliser les plus beaux habits pour les prétendants de la princesse Améthyste. Alors que j'étends le dernier tissu, je me surprends à imaginer à quoi ressembleront les festivités de son 16e anniversaire. Rien à voir avec la fête que nous avons organisée ici pour moi, je présume. Je n'ai encore jamais pu entrer dans le palais royal, mais papa me l'a décrit comme grandiose, avec une immense salle de bal drapée de tentures pourpres, de lustres recouverts d'améthystes violets, et au sol, une moquette d'un mauve si profond qu'il dit avoir failli perdre la raison rien qu'en la regardant. Je n'ai jamais vu la princesse non plus, mais comme tous les chromatopiens, j'ai suivi chaque événement de sa vie, jusqu'à celui-ci qui l'amènera à choisir un mari parmi ses prétendants de la haute noblesse de la nuance rouge. Je soupire en pensant à tout le labeur qui nous attend dans quelques semaines, quand la royauté passera commande des étoffes pour la cérémonie des fiançailles. Et ensuite, le mariage. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour réussir à maintenir le rythme, mais au moins, nous avons du travail assuré pour les 2 mois à venir. Mon père pose une main sur mon épaule et me gratifie d'un sourire. Le sommet de son crâne arrive à peine au milieu de ma poitrine. Je tiens ma grande taille de ma mère, qui le dépasse bien d'une tête elle aussi. « Ça ira pour aujourd'hui, Aeko », commande-t-il de sa voix chaude. « Tu as bien travaillé. »
Je plante mes poings sur mes flancs et admire la pile de tissus qui se dresse devant la fenêtre entr'ouverte. Un souffle d'air frais vient remplir l'atmosphère lourde de l'atelier, la débarrasser un peu de ses odeurs âcres de pigments et d'un relent de sueur. Après une telle journée passée enfermée dans la teinturerie, j'ai plutôt envie de sortir m'aérer l'esprit et me dégourdir les jambes. Et si j'allais apporter les étoffes ce soir au couturier? Ce sera ça de moins à faire demain matin, on pourra dormir un peu plus longtemps. Il lève un sourcil broussailleux en me fixant avec ses yeux bleu nuit, l'une des seules choses que j'ai héritées de lui. Tu vas arriver à tout porter? Je sais que tu commences à être bien musclé, mon fils, mais quand même. Ambroise peut venir avec moi, n'est-ce pas, Ambroise? L'autre apprenti, qui est aussi mon meilleur ami, est occupé à nettoyer la cuve des restes de rouge qui l'encrassent et stoppe net son geste en entendant son prénom. Il n'a pas l'air bien enjoué de découvrir qu'il n'a pas terminé sa journée, mais acquiesce en silence. Quelques minutes plus tard, après avoir disposé les rouleaux de tissu sur nos 2 brouettes, je les enveloppe d'une bâche protectrice. Je jette un coup d'œil au ciel au-dessus de nos têtes. Je ferme mon manteau à l'aide de ma broche en nacre pour éviter à la brise fraîche du soir de s'engouffrer sous mes vêtements, puis nous partons. D'humeur rêveuse, j'apprécie le silence de mon ami, peu enclin à la discussion de manière générale. Nous avons fait nos classes ensemble et le voir me rejoindre dans la teinturerie était comme une évidence. Notre amitié est de celle qui se développe dans un silence respectueux. Alors, je laisse mon esprit divaguer le long du toit des maisons moins prestigieuses que la nôtre, dans les rues en contrebas. Avec les derniers rayons du soleil qui les frappent depuis le haut de la falaise et le contraste de l'océan à l'horizon, les briques pâles des bas quartiers de notre nuance ont l'air presque plus dorés que les nôtres. Après avoir déposé les tissus chez M. Jensen et raccompagné Ambroise chez lui, je décide de longer les remparts de la nuance orange qui nous sépare de la nuance rouge. Je jette un regard curieux à l'office de Morgan, un proche de ma famille depuis toujours, niché au cœur des remparts au-dessus de la teinturerie. Un vieux goéland fatigué s'est posé sur le toit. Le prêtre est installé sur la terrasse devant sa paroisse. Je lui fais un signe de la main et depuis son perchoir, il me répond. Jusqu'à mes 14 ans, je venais 3 fois par semaine chez lui avec ma mère pour apprendre le catéchisme. C'est là que j'ai connu Ambroise. Je me souviens de ces moments de classe comme les plus paisibles et réconfortants de mon enfance. Depuis que je suis apprenti, je ne lui rends visite qu'une fois par semaine, souvent pour prier à ses côtés, quand mon emploi du temps me le permet, ou parfois seulement pour partager quelques discussions passionnées. J'emprunte l'escalier étroit taillé dans la pierre qui mène jusqu'à son patio. Il est assis dans un fauteuil couleur safran, les pieds surélevés sur un tabouret. Sa toge, d'une teinte plus vive que le siège dans lequel il est installé, semble ne faire qu'un avec sa barbe rousse. Même avachie, la prestance de Morgan m'impressionne. Il fixe la mer déchaînée en bas de la falaise, plongé dans ses réflexions. Je m'avance et m'installe à mon tour, admirant la vue imprenable qui s'offre à nous. Les rayons lunaires illuminent les toits resserrés couleur champagne de la nuance jaune, les cabanons vermoulus et les champs de la nuance verte, avant de se perdre sur les taudis et le sol rocailleux de la nuance bleue, qui ne semble faire qu'un avec l'océan et sa teinte sombre, fade. Je soupire longuement en posant la tête contre le dossier de la chaise. « Dure journée, mon garçon ?» On a terminé de teindre les étoffes pour la cérémonie d'anniversaire de la princesse. Des dizaines de tissus de soie à travailler en écarlate. J'étais chez Jensen pour les lui apporter. Il me tend une bouteille en verre sur laquelle je reconnais l'étiquette de la distillerie de sa paroisse, de l'hydromel royal. « Tu as 16 ans maintenant, non ?» me lance-t-il avec un clin d'œil. J'attrape la boisson et en bois une première goulée. Le liquide frais au goût sucré coule dans ma gorge et je l'avale avec délectation. « Ça va commencer », chuchote mon hôte. Son regard d'ambre brille d'excitation et je souris. Morgan a toujours eu cette étincelle dans les yeux, celle qu'on ne voit habituellement que chez les enfants, celle d'un appétit pour le merveilleux. J'ai la prétention de croire que moi aussi, je la possède. Les premières lueurs apparaissent sur les cabanons de la nuance verte. Des ombres drapées de manteaux émeraude, menthe ou opaline, s'affairent à allumer des lanternes qui éclaireront les chemins toute la nuit. Au loin, j'aperçois d'autres lanternes, peut-être seulement des bougies, illuminer la zone sinistrée de la nuance bleue. Plus près, juste en dessous de nous, les ruelles de la nuance jaune se parent d'un halo doré flamboyant. Morgan se lève, en boitant légèrement, pour allumer le lampion sur le fronton de son église. Instantanément, la terrasse baigne dans une lueur chaude orangée. Je reste un moment immobile, retardant le moment de me tourner vers le haut de la falaise. Le château doit être illuminé à présent. Quand je me décide enfin, mon regard balaye d'abord les toits des demeures cossues de la nuance rouge, habillées d'une aura écarlate pénible à l'œil. Mais au-dessus des derniers remparts, juché au sommet des rochers, le palais royal s'éparait de sa plus belle couleur violine, un saphir brillant dans la nuit. « Quelle chance on a de vivre ici !» murmurai-je avant de reprendre une gorgée d'hydromel. Morgan tourne lentement la tête vers moi. Un sourire triste lui traverse le visage l'espace d'un instant, me laissant perplexe. Puis, il ajuste sa toge autour de ses jambes croisées et reprend une lampée de sa boisson. « Oui, tu as raison, mon garçon. Quelle chance nous avons de vivre à Chromatopia. »
La nuit est bien avancée quand je reviens enfin à l'atelier, les bras encombrés des 2 brouettes qu'il m'a fallu pousser le long du trajet. Les lueurs des lanternes allumées 1 heure plus tôt commencent à vaciller et notre rue est déserte. Mes parents doivent être à l'étage, endormis, tout comme Marguerite, ma petite sœur. Je déverrouille la porte lentement pour ne pas les réveiller et pénètre dans la teinturerie à pas de loup. Dans la pénombre, je ne remarque d'abord pas le petit sac en toile posé près de l'établi. Ce n'est qu'une fois une bougie allumée que j'aperçois une main l'empoigner, me plongeant dans une violente stupeur. L'ombre encapuchonnée, les bras chargés d'étoffe de lin jaune, grimpe avec agilité sur la fenêtre et disparaît à l'extérieur avant que j'aie pu faire le moindre mouvement. Ma torpeur estompée, une montée d'adrénaline me saisit avec fougue au creux du ventre. « Hé, au voleur !» Je me précipite au dehors, rejoignant à grandes enjambées l'arrière-cour où le cambrioleur s'est envolé. Au coin du bâtiment, j'aperçois une sandale et le bas d'une robe bleue horizon sous une cape ambrée. Une saleté de bleu vient de nous dévaliser. L'excitation en moi devient rage et je m'élance à la poursuite de l'ombre. Je la rattrape presque dans la rue principale, mais la silhouette se meut habilement entre les bâtisses, malgré la charge des étoffes sur son dos. « Au voleur! Au voleur !» Essoufflé, je suis distancé alors que nous dévalons les escaliers qui mènent au quartier inférieur de la nuance jaune. Si le voyou atteint les remparts, je ne le retrouverai jamais dans les champs de blé et de maïs de la nuance verte. Je dois à tout prix le rattraper maintenant. J'accélère, tourne à droite en bas des marches. L'ombre grise n'est qu'à quelques mètres de moi à présent. Elle se faufile dans une nouvelle rue à gauche et je lui emboîte le pas, plus déterminé que jamais. Lorsque le hennissement du cheval retentit au creux de mon oreille, je ne comprends pas immédiatement ce qui est en train de m'arriver. L'instant où ses pattes me propulsent au sol semble durer une éternité. Celui où la roue de la charrette s'écrase contre mon crâne, lui, ne dure qu'un millième de seconde.